Je donne la parole à Michel Bouvier. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci aux organisateurs de m'avoir fait l'honneur de parler devant vous. Je suis ravi, comme l'a expliqué à l'instant Christine Esclassin. Il s'agit d'un sujet qui croise deux types de logiques, c'est-à-dire la logique publique avec les collectivités locales et la logique privée avec les entreprises que la plupart d'entre vous représentent ici. Donc merci encore. Je vais donc vous présenter la question de la TVA et du fonds de compensation de TVA dans la société d'aujourd'hui. Alors, cette question du fonds de compensation de TVA, qui est une sorte, je dis rapidement, de dotation qui est versée aux collectivités locales pour leur rembourser la TVA qu'elles ont acquittée sur leurs investissements, mais j'y reviendrai, c'est une question qui n'est pas une question purement technique. Certes, c'est une question technique, bien entendu, mais ça n'est pas une seule question technique. C'est une question aussi qui relève, comme beaucoup d'autres questions d'ailleurs de cet ordre, qui relève en fait de choix économiques et de choix politiques. Ce qui fait que selon les périodes, selon les époques où l'on se trouve, où l'on considère ce fonds de compensation de TVA, eh bien, quelquefois peut-être, et ça a été esquissé tout à l'heure par Christine Esclassin, quelquefois peut-être on peut se poser des questions sur l'adaptation, sur la pertinence de ce fonds dans le contexte contemporain, le contexte d'aujourd'hui. Cela a été dit, ce fonds de compensation de TVA est confronté déjà depuis une quarantaine d'années, puisqu'il a été créé, mais j'y reviendrai également, en 78 avec un premier essai en 75. Donc par conséquent, depuis 40 années, eh bien, ce fonds de compensation de TVA n'a pas vraiment évolué. Et donc, par conséquent, on peut s'interroger. 40 années, il y a 40 ans. Il y a 40 ans, les collectivités locales étaient considérées comme celle qui allait nous faire sortir de la crise. Certains d'entre vous, les plus âgés d'entre nous, se rappellent très certainement que nous avons subi deux chocs pétroliers, c'est-à-dire deux augmentations du prix du pétrole dans les années 70, l'un en 73, l'autre en 79, et ces deux chocs pétroliers, ces deux augmentations du prix du pétrole, eh bien, ont répandu dans le monde entier un phénomène d'inflation qui a engendré une crise économique qui a engendré une crise des finances publiques, d'abord dans les pays développés, mais ensuite dans les pays en développement. Alors à cette époque-là, on s'est dit c'est l'État qui est trop gros, donc par conséquent, on s'est tourné vers les collectivités locales, vers les petites entreprises aussi. On disait également ce sont les petites entreprises qui vont nous sortir d'affaires. Donc par conséquent, les maires, les élus locaux, eh bien, étaient les sauveurs, si vous voulez, de nos sociétés qui étaient en difficulté. C'est véritablement un aspect très positif que l'on présentait de la décentralisation à cette époque-là. L'autonomie financière locale était quelque chose de considéré comme absolument non seulement normal, mais indispensable. On a parlé à l'époque d'une revanche du local sur le central. Le central, c'est-à-dire l'État central, centralisé, qui considérait les collectivités locales comme des mineurs, comme des enfants mineurs, eh bien, il semblait que c'était fini, que l'on allait passer à un autre monde avec des collectivités locales qui allaient prendre le pas sur l'État central, ou tout au moins qui allaient prendre leur propre autonomie. Cette autonomie, vous le savez bien, elle doit être financière avant tout. C'est vrai pour les collectivités locales comme pour n'importe quelle entreprise ou n'importe quel individu. Si vous n'avez pas une autonomie financière, vous n'avez pas beaucoup de liberté. Donc cette autonomie financière des collectivités locales, elle s'est entendue tout de suite, c'est-à-dire dès les années 70 et même avant les lois de décentralisation de 1982-1983, comme la conjugaison, comme l'association de deux types d'autonomie. Une autonomie de gestion d'abord, c'est-à-dire en fait avoir une libre disposition des sommes dont on dispose, que ce soit l'emprunt que l'on contracte auprès d'une banque, que ce soit les subventions que vous verse l'État ou que ce soit la fiscalité que vous obtenez de vos contribuables. Donc par conséquent, une autonomie de gestion, ça n'est pas évident, c'est évident quasiment aujourd'hui, mais ça risque de poser problème néanmoins, mais on y reviendra. Ça paraissait à l'époque quelque chose de tout à fait nouveau.
Et puis associé à cette autonomie de gestion, c'est-à-dire à cette liberté de gérer son argent finalement, eh bien on a associé très vite l'autonomie fiscale avec des impôts propres pour les collectivités locales, on en connaît tous, la taxe d'habitation, les deux taxes foncières, etc. Donc une autonomie fiscale avec des impôts propres, c'est-à-dire pas avec des impôts de l'État qui sont reversés aux collectivités locales, mais avec les propres impôts. Et puis, en 1980, le Parlement accorde un pouvoir important aux collectivités locales en leur disant, eh bien, collectivités locales, nous avons voté une loi du 10 janvier 80, qui vous permet de voter les taux d'imposition de ces impôts propres que vous détenez. Donc, par conséquent, une autonomie fiscale importante et une responsabilisation financière importante. C'est développé à partir de là aussi un management local. On regarde du côté de l'entreprise ce qui marche et on essaie d'adapter au secteur local. On regarde du côté de l'entreprise, par exemple, ce que l'on fait en programmation, ce que l'on fait en analyse financière. On adopte même un peu plus tard une comptabilité qui ressemble de très près à une comptabilité d'entreprise, comme l'État d'ailleurs actuellement, qui a son bilan et son compte de résultat. Donc par conséquent, on est dans une logique entrepreneuriale qui se met en place avec des ressources propres et une liberté, une responsabilité financière qui n'existait pas auparavant pour les collectivités locales, qui étaient soumises à un contrôle a priori, c'est-à-dire avant qu'elles agissent, de l'État. Là, on a affaire à un contrôle a posteriori, on regarde après si tout a été fait de façon efficace et régulière. Cette idée de développer les collectivités locales pour sortir de la crise, elle n'est pas propre à tel ou tel type de parti politique à l'époque. On la retrouve à la fois du côté des giscardiens, et vous avez sur votre gauche le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, qui était le ministre de Giscard d'Estaing, et puis vous avez à droite le ministre de Mitterrand, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur de Mitterrand, Gaston Defferre. Il y avait évidemment quelques différences sur la façon de voir la décentralisation, notamment en ce qui concerne les départements et les régions, mais disons que sur l'essentiel, il y avait un accord sur l'idée qu'il fallait décentraliser financièrement ces collectivités locales, leur donner plus de responsabilités et notamment globaliser les subventions, globaliser les prêts qui leur étaient accordés, alors que jusque-là, eh bien, ces prêts ou ces subventions étaient spécifiques, c'est-à-dire on vous disait avec cet argent tu fais ça, mais tu ne peux pas faire autre chose. Tu ne peux pas disposer librement de tes fonds, pas d'autonomie de gestion par conséquent. On a pu dire c'est la fin de la centralisation, c'est la fin des Jacobins. Est-ce bien cela? Est-ce bien cela? Car aujourd'hui, on le sait, il y a des problèmes au niveau de la gouvernance financière locale. Il y a des orages, il y a des nuages au-dessus de cette gouvernance financière locale. Les collectivités locales s'interrogent sur la capacité qu'elles pourraient avoir, et surtout dans les années qui viennent, à investir, à satisfaire les besoins de leurs concitoyens, qui sont aussi des contribuables, de leurs concitoyens en matière de services publics. Alors, le défi à relever, qui est un défi important, c'est celui de l'investissement. Il y a un gros défi à relever, en France comme ailleurs d'ailleurs, en Europe, dans tous les pays du monde en ce moment. Nous sommes à une période de transformation, de changement, je dirais même de métamorphose, et il faut investir. Il faut investir aussi bien du côté du privé que du côté du public. On ne sortira pas d'affaires si nous n'investissons pas. Une étude a montré à la fin de l'année dernière, fin 2014, en décembre, que finalement, eh bien, dans le monde, les pays qui investissaient le plus, aussi bien public que privé, c'était la Chine et les États-Unis. En Europe, nous sommes, avec les Allemands, les pays qui investissaient encore, mais qui n'investissent pas forcément toujours très bien. Donc, par conséquent, nous avons à nous interroger sur nos investissements, car il y a un fléchissement sur l'Europe, dans les pays de l'Union européenne, des investissements. Donc, par conséquent, il faut s'interroger sur ces investissements. Or, Christine Esclassan l'a dit tout à l'heure, si l'on considère uniquement les investissements publics civils, on retire de cela les investissements qui concernent la dépense et recherche et développement, car on les met à part depuis récemment, enfin depuis un mode de calcul récent. Peu importe. Si on regarde les investissements publics civils, donc enlevons la défense, on est effectivement aux alentours de 73% des investissements publics par les collectivités locales. Donc ce sont les collectivités locales qui réalisent l'essentiel. Donc par conséquent, il y a lieu à s'inquiéter si les collectivités locales voient leurs investissements fléchir, c'est-à-dire leur capacité d'investir fléchir. Alors est-ce qu'il y a un rapport avec la TVA? Est-ce que la TVA est en contradiction avec la capacité d'investissement des collectivités locales?
nous allons y revenir. Alors que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je l'ai dit déjà, nous sommes, je crois, et ceux, je le répète, qui sont les plus anciens parmi nous doivent s'en rendre compte, nous sommes depuis les années 70 dans un processus non pas de crise, mais alors de crise répétée, mais un processus de soubresaut qui traduisent en fait une transformation en profondeur de notre modèle économique et de notre modèle politique. Nous sommes dans une phase de métamorphose de notre société, de changement profond de notre société. Nous ne sommes plus dans la société des années 60, des années 70, 80, 90. Nous commençons à aborder véritablement aujourd'hui, par la conjonction de facteurs tels que, j'y reviendrai, la mondialisation, les technologies, l'économie du numérique, etc. Par la conjonction de tout ça, nous pénétrons dans un autre monde et nous vivons un autre monde qu'il faut assumer, qu'il faut identifier maintenant. Donc par conséquent, depuis 40 ans, nous sommes dans une période de transformation. 40 ans de transition par conséquent. Ce n'est pas 40 ans de crise. Il y a eu des crises tous les 10 ans à peu près. Ce qu'on appelle des crises, c'est-à-dire des problèmes à un moment donné. Ça a été les années 70, les années 80, 90. À un moment donné, on a cru que c'était le nouveau jeudi noir. Vous savez, cette crise économique et financière qui s'est développée aux États-Unis à la fin des années 20, la crise de 29, et qui a ensuite rejailli sur tous les pays du monde et même entraîné des problèmes sociaux et des problèmes politiques et des problèmes graves, puisqu'il y a eu, vous le savez bien, des régimes qui se sont affrontés pendant toute la période des années 30, et ce qui a donné lieu notamment en partie à une guerre. Donc 40 ans de transition. Ça fait 40 ans aussi que nous essayons des tas de systèmes. On augmente les impôts, on baisse les dépenses, et puis finalement on les remonte, on reprend des questions qui étaient déjà bien connues autrefois, et notamment au XIXe siècle. On retrouve des discours très anciens. Je crois qu'on est en plein désarroi parce que nous avons le nez sur le guidon, nous vivons le court terme et pas le long terme, et nous pensons trop dans l'instant, ce qui est normal de penser dans l'instant quand on est dans une période de difficulté. Il faut bien résoudre les problèmes au moment où ils se posent. Je ne dis pas le contraire, mais il faut aussi savoir que si nous ne pensons pas le futur, le moyen et le long terme, nous ne réussirons pas à sortir de ces problèmes. Donc 40 ans de transition, 40 ans de mutation. Vous voyez, ces 40 ans où il y a eu la décentralisation, qui a été, je le répète, une réponse qui s'est voulu une réponse à la crise. 40 ans où il y a eu, pendant lesquels il y a eu, pour ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'entrée dans l'euro pour certains de ces pays, qui a créé quand même quelque chose d'important. 40 ans où il y a eu du chômage qui s'est développé, des usines qui ont fermé. En 1980, 1 million de chômeurs, on n'avait jamais vu ça. Je veux dire que le système a commencé à déraper pendant cette période-là. L'État qui a commencé à couler, commencé à avoir des problèmes. On a commencé à voir, parce qu'il y avait une crise économique, moins de ressources ou des ressources qui évoluent moins vite que les dépenses. Donc un phénomène de ciseaux, les ressources et les dépenses se croisent. Les ressources allant moins vite que les dépenses, on a un gap qui se produit, c'est ce qu'on appelle le déficit. Et lorsque on est face à un déficit et qu'on veut conserver son niveau de vie, eh bien, on va emprunter. On emprunte, et l'emprunt, vous le savez bien, ce sont des charges nouvelles, ce sont des intérêts sur emprunt nouveaux qui vont s'accumuler avec les autres charges, et on va avoir ce qu'on appelle un effet boule de neige. Si on n'arrête pas à un moment donné, c'est la catastrophe, on dépose le bilan, on met la clé sous la porte, bien entendu. Donc, par conséquent, on est dans cette logique-là. On est aussi dans une logique, vous voyez sur la droite en bas du slide, deux petites photos. L'une qui représente un fonctionnaire de la fin du 19e, c'est le bouquin de Courteline, qui représente ce fonctionnaire qui ne travaille pas beaucoup, qui laisse les dossiers s'accumuler, etc., et qui travaille avec le plume-doigt. Et puis l'image de l'administration qu'on essaye de développer dans la période la plus récente, c'est celle d'une image plus dynamique, qui, comme je vous le disais, avait déjà commencé avec les collectivités locales depuis longtemps, qui emprunte aux entreprises certaines méthodes de gestion. Donc une vision un peu plus dynamique de la vie administrative, une vision un peu plus dynamique de la gestion
public. Tout ça s'est passé pendant cette période-là. Cette période qui est une période qui n'a plus rien à voir avec ces 30 Glorieuses que vous voyez en haut. 30 Glorieuses, c'est un livre qui avait été écrit par Jean Fourastier et qui expliquait que pendant les 30 années qui avaient suivi la Seconde Guerre mondiale, c'était une période de croissance, de développement, etc. On n'est plus là. On n'est plus dans le cadre non plus de cet État de l'époque. C'était un État qui intervenait beaucoup, notamment sur les collectivités locales. J'y ai fait allusion tout à l'heure. C'était un État qui intervenait beaucoup dans la vie économique également. Donc c'était un État qui était surpuissant, un État qui a fini peut-être par scléroser même la société à un moment donné. Donc par conséquent, on n'est plus dans cette période-là. On en est sorti à partir des années 70. Le choc pétrolier, ça a été véritablement la marque de sortie d'un modèle, de sortie d'un paradigme. On ne l'avait pas vu tout de suite. On pensait que c'était une crise anodine, que c'était une crise habituelle, une petite crise que l'on allait résoudre comme on avait fait d'habitude avec quelques interventions de l'État. Et puis ça passerait. C'est vrai que ça passait autrefois, mais ça passe plus. Le problème est beaucoup plus grave. C'est un problème structurel, c'est pas un problème conjoncturel. Donc par conséquent, on ne s'en est pas aperçu tout de suite de tout cela. Et alors on a commencé à dire, à écrire des bouquins, des livres sur la crise financière de l'État, Fiscal Crisis of the State. C'était un premier livre qui a été écrit, celui-là, aux États-Unis. D'autres livres sont parus en France. Rosenvallon en a écrit un sur la crise de l'État-providence. Beaucoup de bouquins sont apparus à cette époque-là sur cette question-là, mais on n'était pas très au clair. On a commencé vraiment à comprendre que c'était plus grave dans les années 80. Là, on a commencé à se dire, mais c'est structurel. Et dans les pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, les pays anglo-saxons, ils sont moins marqués par le secteur public comme nous le sommes, avec une osmose plus importante entre le public et le privé, eh bien, on a eu Madame Thatcher qui a tout de suite privatisé, etc. Et puis on a eu un discours de Ronald Reagan. Ronald Reagan a été élu président des États-Unis en 80. Il a fait son discours d'investiture comme tous les présidents en janvier, donc janvier 81. Et là, il a dit la solution n'est pas l'État, le problème c'est l'État. Et ça fait le tour du monde, cette phrase-là. La solution n'est pas l'État, le problème c'est l'État. Et à partir de là, eh bien, on a commencé à considérer qu'il fallait réduire les pouvoirs de l'État. Réduire les pouvoirs de l'État, ça veut dire privatiser certaines entreprises publiques ou certains établissements même publics, et ça veut dire aussi décentraliser dans le cadre de cette pensée-là. Donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi la décentralisation a été décidée dans beaucoup de pays à l'époque. Aux États-Unis, en 83, ils ont lancé l'année du nouveau fédéralisme, c'est-à-dire accroître le fédéralisme. Les collectivités locales, elles se trouvent là-dedans, dans toute cette période-là, dans cette crise-là, avec des problèmes avec la fiscalité comme l'État, et par ailleurs une discipline financière qui est renforcée au niveau européen. Vous le savez, depuis un traité de 92, depuis le traité de Maastricht, les pays de l'Union européenne doivent respecter un certain nombre de critères, et notamment des critères financiers. Ils doivent respecter, par exemple, un déficit public qui ne doit pas dépasser, public, c'est-à-dire État, collectivité locale et sécurité sociale cumulée, qui ne doit pas dépasser 3%. Ça a été fait complètement à la louche, ne cherchez pas quelque chose de scientifique là-dedans. Si vous saviez comment ça a été fait, vous seriez étonné. La même chose pour la dette. On ne veut pas qu'il y ait un endettement excessif, donc on limite à 60% du produit intérieur brut. La dette publique cumule dette État, collectivité locale, sécurité sociale, évidemment. Donc par conséquent, on considère à partir de là que les finances locales font partie intégrée de l'ensemble des finances publiques. État, collectivité locale, sécurité sociale, je le répète. Donc par conséquent, tout ça fait partie du même ensemble. Et si on veut assainir les finances publiques, on doit assainir l'ensemble. Ce qui fait dire aux dirigeants de différents pays, la France, mais dans d'autres pays également, ce qui leur fait dire qu'il faut que les collectivités locales participent à la soutenabilité des finances publiques, c'est-à-dire à essayer de rétablir les équilibres financiers publics. Tout cela fait partie du même panier, si on peut dire. Donc vous avez là, comme titre d'information, les finances des collectivités locales, vous voyez, pour à peu près 250 milliards, ensemble des collectivités locales. Les finances de la sécurité sociale, c'est le gros morceau, 560 milliards, et les finances de l'État, à peu près 400 milliards. Donc, par conséquent, vous voyez que le gros de nos finances publiques, c'est quand même la sécurité sociale qui constitue la somme la plus importante.
Vous avez ici des ratios en PIB. Alors vous voyez, si vous regardez le ratio dette publique, le ratio déficit public, nous sommes au-dessus des 3%, mais ça, on le sait bien maintenant. Le ratio dette publique, nous étions en 2014 95, 96%. Nous allons friser les 100% très bientôt. Donc, c'est pas parce qu'on est à 100% de ratio qu'on est forcément mal géré. Si on a des ressources abondantes, si on a des recettes régulières, etc. La question se pose quand les recettes ne sont pas régulières et abondantes. Et ça, c'est le cas dans nos sociétés actuellement. Donc, par conséquent, avec un taux également de prélèvement obligatoire, l'ensemble des prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les impôts et les cotisations sociales, qui est de l'ordre de 45%. Donc, par conséquent, des prélèvements lourds sur la vie économique. Ensuite, eh bien, là, si on regarde d'un peu plus près la dette publique, les chiffres les plus exacts, c'est 2014, c'est 1610 milliards d'euros. Donc, par conséquent, face à un PIB français qui est de l'ordre de 2100 milliards d'euros, 2100 milliards d'euros, eh bien, vous voyez qu'on va se rapprocher des 100%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, vous voyez quand même que l'État, c'est l'État, les administrations de l'État, c'est ce que vous voyez dans la ligne du haut, mais c'est aussi tout ce qui gravite autour de l'État qu'on appelle les organismes divers d'administration centrale. Les ODAC, et les ODAC, eh bien, ce sont les opérateurs, c'est tout ce qui gravite autour de l'État, c'est-à-dire les établissements publics, les universités, par exemple, sont des opérateurs qui gravitent autour de l'État. Donc, par conséquent, il faudrait consolider pour avoir véritablement une vision réelle de ces finances de l'État, au moins les opérateurs déjà, avec les administrations de l'État. Par ailleurs, ce sont les administrations locales. Vous le voyez, les administrations locales, ce n'est pas eux qui font le gros de la dette publique, c'est même pas 10% de la dette publique. Les administrations de sécurité sociale, et puis pour l'ensemble des administrations, vous voyez que là, on frise véritablement les 100%, puisque je vous ai dit que le PIB était à 2100 milliards d'euros. Donc, par conséquent, on est face à une progression de la dette publique et il va falloir arrêter ça, parce que sinon, nous allons nous retrouver dans une situation désastreuse. Alors, la question qui se pose pour les collectivités locales, c'est que l'État a dit, mais nous sommes dans le même bateau, donc par conséquent, collectivités locales, il faut participer à la soutenabilité des finances publiques, il faut nous aider à sortir de là, et a été décidé dans le cadre de la dernière loi de programmation des finances publiques, eh bien, une réduction des dotations pour les collectivités locales de l'ordre de 3,7 milliards d'euros sur 2015, 2016, 2017. Il faut savoir qu'auparavant, les dotations avaient été gelées auparavant. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui va favoriser évidemment le développement des collectivités locales, en tout cas pas celles qui sont les plus en difficulté, parce que vous savez, il y a 36 700 communes en France, toutes ne sont pas dans la même situation, les plus riches et les plus pauvres, bien entendu. Mais enfin, disons que ça va d'abord toucher les plus fragiles, et puis ensuite, ça risque de toucher les autres par effet systémique aussi. Donc, par conséquent, c'est là le nœud du problème, en fait. Et c'est là le problème qui se pose entre l'État et les collectivités